Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Philippe Racah, je suis le directeur du département Sciences et Techniques à la BNF. Au nom du président de la bibliothèque, Jean-Noël Jeannet, et de la directrice générale, Agnès Salle, qui sont retenus par une réunion au ministère concernant la bibliothèque numérique européenne, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette première séance du nouveau cycle de conférences de mathématiques que nous organisons avec Martin Andler, professeur de mathématiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin et président de notre comité d'organisation, et en collaboration avec la Société mathématique de France. Je suis heureux de voir en particulier la présence de nombreux jeunes dans l'assistance. Nous avons souhaité effectivement, avec le concours de la SMF et de nombreux faire un effort particulier envers les jeunes étudiants, les jeunes élèves de lycée. C'est donc un grand motif de satisfaction pour nous de voir cette présence importante. Comme vous le savez, ces conférences, comme beaucoup d'entre vous sûrement ont pu le constater, ces conférences avaient eu un grand succès l'année dernière. Première année de ce cycle de conférences sur le thème un texte, un mathématicien. Et ce succès nous permet de les renouveler cette année avec confiance. Martin Andler vous dira quelques mots du thème général de ce cycle de conférences et de celle de ce soir, et vous présentera notre conférencier. Je voudrais pour ma part très rapidement dire un mot de la place des sciences et techniques à la BNF. La conférence de ce soir témoigne de l'importance que la bibliothèque donne aux sciences et techniques dans son offre de services et de collections. Le département que je dirige en témoigne, avec notamment des salles de lecture, aussi bien au niveau de salles de lecture donc consacrées aux sciences et techniques, aussi bien au niveau haut de jardin de la bibliothèque d'études qu'au niveau rez-de-jardin de la bibliothèque de recherche, salles de lecture dans lesquelles se trouvent d'importantes collections en libre accès, aussi bien des livres que des revues spécialisées. C'est également une offre de base de données dans les domaines scientifiques et techniques et de revues scientifiques en ligne. C'est également, par exemple, un service de réponse à distance qui souhaite pouvoir répondre dans des délais rapides à toutes les questions, dans tous les domaines, donc y compris dans nos domaines. Etc. Sans oublier, bien sûr, les collections patrimoniales dont la bibliothèque a la charge, qui proviennent du dépôt légal, donc de toutes les publications françaises, et également des acquisitions qui ont pu être faites au cours des siècles, collections patrimoniales qui sont en magasin et qui sont communiquées aux chercheurs dans les salles de lecture de la bibliothèque de recherche en rez-de-jardin. Je ne voudrais pas oublier non plus les nombreux documents scientifiques qui se trouvent dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Voilà, je ne veux pas m'étendre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je passe la parole à Martin Andler. Moi, j'ai mon micro là. Bien, je voudrais d'abord remercier la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir. La Bibliothèque nationale de France est le temple de l'écrit.
et elle accueille un cycle de conférences de mathématiques. Et je voudrais en particulier remercier les personnes du département Sciences et Techniques de soutenir ce projet avec tellement d'enthousiasme. Nous avons 2 partenaires, France Culture et l'émission Sciences Culture, animée par Julie Clarini, qui présente chaque semaine, le vendredi à 19h30, une émission sur les sciences et qui présente à chaque fois notre conférence. Et nous avons aussi un partenariat avec le magazine Tangente, le magazine de l'aventure mathématique, qui va publier au printemps les conférences de l'an dernier, qui va également publier dans ses numéros ordinaires les conférences de cette année. Intéresser le grand public aux mathématiques, c'est un challenge. Intéresser les jeunes aux mathématiques, c'est une difficulté. Je vois, nous avons beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui une bonne centaine de lycéens de 4 lycées de la région parisienne. Dans ces 4 lycées, il y a eu en quelque sorte des enfants, des rejetons de la conférence de ce soir, puisque les lycéens de ces 4 lycées ont eu des conférences préparatoires. Ils ont donc de l'avance sur nous pour mieux comprendre ce qui s'est dit. Donc il y a quelques jours, Gilles Godefroy est allé au lycée Louise Michel de Bobigny. Il y a des lycéens de Louise Michel. Où sont-ils? Alors, où sont les lycéens de Louise Michel? Ils sont très silencieux. Bon. Omar Adelman est allé lundi au lycée Camille de Paris. Yves Meyer lui-même est allé au lycée La Canale la semaine dernière, et le lycée Hoche de Versailles a accueilli François Alouge. Donc là, au moins, il se manifeste un petit peu. Nous avons bénéficié, pour faire venir ces lycéens, d'une aide considérable de la part des inspections pédagogiques, des inspecteurs pédagogiques de mathématiques, en particulier M. Michalak, à Versailles, ce qui explique qu'il y ait 2 lycées de l'Académie de Versailles ici. Ces conférences dans les lycées, c'est quelque chose que nous, mathématiciens, cherchons à généraliser, faire venir des chercheurs dans les lycées pour intéresser les lycéens aux mathématiques vivantes, à celles qui se font en recherche actuellement. Et il y a un cadre maintenant qui s'appelle les promenades mathématiques, une création de la Société mathématique de France et de l'association Animat. La règle du jeu d'un texte à un mathématicien, c'est de demander à un mathématicien, un chercheur en mathématiques, on verra aussi pas simplement un mathématicien, une mathématicienne, éventuellement cette année nous aurons 2 mathématiciennes, de choisir un texte qui l'a particulièrement influencé, qui a eu des conséquences dans son travail jusqu'à présent. Ce choix est fait totalement librement et c'est ça qui donne les meilleurs résultats, et c'est une leçon générale dans la recherche. Si on dit aux chercheurs quoi faire, ça ne donne pas des très bons résultats. Si les chercheurs cherchent librement et déterminent librement leur sujet, ça donne des résultats. Et ça donne des résultats aussi tout à fait imprévus. Et je crois que ce dont va nous parler Yves Meyer tout à l'heure est un exemple tout à fait frappant des résultats imprévus d'une recherche. Donc ce soir, nous accueillons Yves Meyer, professeur émérite à l'ENS de Cachan. Yves Meyer a eu un parcours très brillant que je vais vous épargner. C'est un mathématicien fondamental, spécialiste d'analyse harmonique. Et l'anecdote dit qu'un jour, il y a une vingtaine d'années, il a eu une discussion avec des physiciens auprès d'une photocopieuse. Les physiciens lui ont parlé de mystérieux calculs que faisaient des gens en sciences de l'ingénieur, des spécialistes de géophysique, sur quelque chose qui s'appelait les ondelettes, et de cette conversation près d'une photocopieuse. Je ne sais pas si cette légende est apocryphe ou pas. Non, elle est tout à fait exacte. Oui. Est née une théorie qui s'appelle la théorie des ondelettes, qui est une théorie qui est absolument fondamentale aujourd'hui dans des tas et des tas d'applications des mathématiques, en particulier dans le codage des images, et notamment dans la norme JPEG 2000. Donc de mathématiques tout à fait fondamentales, de mathématiques faites en quelque sorte pour l'amour de l'art, on peut déboucher sur des choses qui ont des applications, et des applications tout à fait importantes aujourd'hui. Je laisse la parole à Yves Meyer.
Bon, merci pour cette présentation et merci d'être venu. Je vais commencer par vous parler d'Henri Lebègue et on lui doit cette justice parce que c'est quelqu'un qui a posé un problème magnifique, problème qu'il n'a pas su résoudre, qui est le problème de la mesure des surfaces. Alors, voici une photographie, une belle photographie d'Henri Lebègue qui est né en 1875 et mort en 1941. Et parmi d'autres choses, il a posé le problème de la mesure des surfaces. Donc on dira ce que ça signifie dans un instant. Et il n'a pas su le résoudre. Il a laissé le plus beau cadeau qu'un mathématicien puisse faire, c'est un problème qui est suffisamment profond pour stimuler les intelligences. Et les réponses auront été données, 4 réponses différentes, par Félix Hausdorff, Abraham Bezikovitch, Leonida Tonelli et Ennio De Giorgi, et c'est ces 2 dernières réponses qui vont déboucher sur la technologie. Donc, les 2 premières réponses n'ont pas été vaines non plus. Le travail de Bezikovitch et Hausdorff va déboucher sur la géométrie fractale. Comme nous allons le voir, ce que a fait Tonelli, il a introduit un nouvel espace fonctionnel. Ceci sera précisé dans la conférence, et ça a révolutionné le traitement d'images. Maintenant, on a un énorme travail en imagerie satellitaire qui dépend de cet outil. Et disons là, par exemple, l'habilitation d'Andrés Almanza, il y a juste un mois, montrait à quel point les outils conceptuels introduits par Tonelli jouent un rôle crucial aujourd'hui. Donc voilà au plan de la conférence, une question, plusieurs réponses. Commençons par Lebègue. L'histoire de Lebègue commence très, très tristement. Le père de Lebègue était un ouvrier typographe qui a dû travailler. Pardon ? Si vous pouvez tourner un peu, il y a la moitié de la page qui manque. Ah bon, il faut que je me mette dans... Voilà. C'est le rideau, Ah, c'est le rideau. Donc je vais employer l'autre... merci de m'avoir indiqué. Donc on va supprimer ce rétroprojecteur. Et l'autre va avoir le même problème avec l'autre rideau, c'est ça ? Alors, est-ce que vous avez le même problème avec l'autre rideau ? Si tu le mets comme ça va ? On peut déplacer. Oui, on va déplacer la table en fait. On va utiliser un seul rétroprojecteur. Voilà. Voilà, on utilise un seul rétroprojecteur et c'est bon. Avec la limite de la longueur du fil. Donc, comme ça, tout le monde voit ? C'est bon ? Alors, l'histoire de Lebègue était assez lugubre parce que son père était un ouvrier typographe qui est mort de la tuberculose alors que Lebègue était encore un enfant. Et les 2 sœurs aînées de Lebègue sont également mortes de la tuberculose. La mère de Lebègue dut travailler très durement pour que Lebègue poursuive ses études. Il fait des études brillantes, il rentre à l'école normale supérieure en 1894. Il est d'abord professeur au lycée de Nancy, et c'est à ce moment-là qu'il rédige sa thèse, qu'il soutient, je crois, en 1902. Il est successivement professeur à l'université de Rennes, puis ensuite à Poitiers, et ensuite à la Sorbonne en 1910. Et entre 1921 et 1941, il est professeur au Collège de France, et il meurt en 1941. Et... Lebègue est célèbre pour sa théorie de l'intégration, mais nous allons examiner un autre pan de son activité, et pour ça nous allons faire un rappel sur le problème de la mesure des surfaces. Donc, le calcul de l'aire d'une surface courbe, il ne s'agit pas d'un objet plan, parce que ça, Lebègue savait le faire, est facile si la surface est régulière. En effet, on découpe la surface grâce à des lignes de coordonnées, un peu comme les parallèles et les méridiens, et on la découpe de façon si fine qu'on obtienne des parallélogrammes, et ensuite il suffit d'additionner la surface de chaque parallélogramme. Donc c'est basé sur une triangularisation
un maillage. Le problème que Lebesgue s'est posé, c'est de mesurer l'aire des surfaces quand les objets sont beaucoup plus complexes, des objets pointus, rugueux, ayant une géométrie complexe. L'idée d'objets qui ont une géométrie complexe était venue à cause des travaux de Cantor en théorie des ensembles. Donc voilà un rappel de ce que les gens savaient faire au XVIIIe siècle, avant Lebesgue. Ils avaient une surface régulière définie par un graphe et ils avaient une formule donnant la valeur du parallélogramme des sigma en fonction de l'aire de la projection. Il y a un facteur d'agrandissement qui est le racine carrée de 1 plus le carré de la longueur du gradient. C'est très facile. Et on intègre, ça veut dire on fait la somme de tous ces petits morceaux de surface verts et vous avez la surface correspondante. Donc il n'y avait pas de problème. Les problèmes sont apparus lorsque Sierpinski, parmi d'autres, ont introduit cette classe d'objets. Alors cette classe d'objets, c'est un peu rectangulaire, mais au fond ça correspond à l'art de l'époque gothique, la dentelle de pierre, vous voyez. C'est quelque chose qui est une structure métallique. Il faut penser à une structure métallique qui ne pèse rigoureusement rien. La masse est nulle. La masse de cet objet est rigoureusement nulle. Et en fait, c'est extrêmement solide parce que ça ne se casse pas en morceaux. Tout est d'un seul tenant. C'est connexe, comme disaient les mathématiciens. Et le problème posé par Lebesgue, c'est comment calcule-t-on la surface de cet objet ? Combien vaut la surface de cet objet ? Le volume de cet objet, Lebesgue savait le faire et trouvait la formule évidente ici. Il y a un rapport de dissection 1 tiers, vous voyez, on enlève le carré du milieu et on s'arrange pour que les parties enlevées, les couloirs qui sont enlevés, laissent un objet connexe. Ça s'appelle l'éponge de Sierpinski, du nom du mathématicien polonais Wacław Sierpinski, qui est né en 1882, mort en 1969. Mais la nature aussi nous offre des objets qui ont une très grande complexité. J'illustre ça par un virus. Donc ça, c'est un des derniers exemplaires de la revue Nature. Et vous avez la photographie du virus en haut, et vous avez tout ce qui se passe à l'intérieur des agrandissements successifs, et on s'aperçoit combien la géométrie de cet objet est extrêmement complexe, et calculer la surface de cet objet n'est pas du tout la mince affaire qui était réalisée par les mathématiciens du XVIIIe siècle. Il faut vraiment tenir compte et même se demander où est la surface, où est le volume dans un objet aussi complexe. Le fait que cet objet aussi complexe soit regardé comme un objet géométrique est indiqué par les biologistes qui ont écrit l'article sur ce virus en parlant des contraintes d'origine géométrique qui règlent la façon dont le virus est organisé. Donc, les objets compliqués qui intéressaient Lebesgue, on les a trouvés ensuite dans la nature. On n'avait pas du tout des images de virus à l'époque où Lebesgue vivait. Et voici une lettre de Camille Jordan à Henri Lebesgue critiquant sa thèse. Et Jordan n'était pas content. Il écrit « Je ne suis pas satisfait par ce que vous avez dit de l'aire des surfaces. Vous dites que vous édifiez, pour la mesure des aires des surfaces, une théorie entièrement analogue à celle de la mesure des longueurs des courbes. » On va revenir sur la longueur des courbes. Mais pourtant, vous laissez sans réponse des problèmes essentiels, alors que ces problèmes sont résolus dans le cas des courbes. Sont résolus, sous-entendus, par Camille Jordan lui-même. Alors, quels sont ces problèmes qui étaient résolus dans le cas des courbes et qui n'étaient pas résolus dans le cas des surfaces ? C'est ce que nous allons examiner. D'abord, qui était Camille Jordan ? Alors, on a un exemple de méritocratie dans le cas de Lebesgue, et on a un exemple de ce que Bourdieu appellerait la transmission dans le cas de Camille Jordan, parce que son père était déjà polytechnicien et sa mère était la sœur de Puvis-Chavannes. Donc il a fait l'école polytechnique, une thèse en 1861, il était une génération avant Lebesgue,
Et il démontra, c'est l'homme qui démontra qu'une courbe fermée simple, sans point double, on trace une courbe dans le papier, sur une feuille de papier sans que la courbe se recoupe, partage le plan en deux régions. C'est formidable à l'époque parce que les gens considéraient que c'était une évidence. Et Jordan a compris qu'il fallait une démonstration. Et il y a des remarques très amusantes sur les gens qui lui apportaient des démonstrations fausses. Et il a expliqué pour la première fois la façon de contrer les démonstrations fausses en prenant évidemment le cas du tore, c'est-à-dire d'une chambre à air de vélo, où une courbe fermée ne distingue pas deux régions. Si vous tracez une courbe qui est un méridien du tore, eh bien vous avez une seule région séparée par la courbe. Donc il s'agit d'une propriété topologique du plan, ce qu'avait très bien vu Camille Jordan. Camille Jordan définit la longueur d'une courbe et introduit les fonctions à variation bornée en une variable. On va expliquer ça dans une seconde. Et pour montrer combien l'époque était cruelle, 3 des fils de Camille Jordan sont tués pendant la guerre de 14-18. Alors, qu'est-ce qu'a découvert Camille Jordan? Il a découvert la notion de fonction d'une variable à variation bornée. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un graphe. Pour le moment, le graphe n'est pas trop compliqué, vous voyez. On va voir dans un instant des graphes beaucoup plus complexes. Et la variation, c'est quand on a mal au genou, monter et descendre, c'est également pénible. Donc, vous allez compter comme effort aussi bien le fait quand la courbe monte et quand la courbe descend. Et la variation totale de la fonction sur l'intervalle AB, c'est la somme des dénivelés, tous ajoutés en montée et en descente. Vous ne gagnez rien à descendre, plus la courbe fluctue, plus vous vous fatiguez. Donc la fonction est à variation bornée si la variation totale, qui est définie à la ligne du dessus, est finie. Alors évidemment, on a l'impression que toute fonction est à variation bornée sur cet exemple, et pour méditer, pour rêver la nuit sur les fonctions à variation bornée, voici 2 exemples qui sont très amusants. Ils sont d'autant plus amusants qu'on a l'impression visuellement, de façon phénoménologique, que le graphe est le même. Vous prenez en haut x sinus 1 sur x, c'est une fonction qui n'est pas à variation bornée sur l'intervalle 0,1. Ça vibre trop en se rapprochant de 0, et si vous regardez les montées et les descentes, vous obtenez 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, plus 1 septième, plus 1 huitième, etc. Et vous obtenez à la fin l'infini. Donc c'est trop chahuté pour être à variation bornée. Si vous prenez maintenant la fonction en dessous, x sinus de 1 sur racine de x. Si vous dessinez le graphe, vous avez l'impression à peu près du même graphe, sauf que la largeur des vagues est un peu plus grande. Et cette fonction est à variation bornée. Si vous faites la somme, c'est 1 plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 seizième, etc. Et c'est quelque chose qui ne dépasse pas pi 2 sur 6. Et c'est à variation bornée. Donc vous voyez, c'est une notion assez subtile que Jordan avait mise en valeur, les fonctions à variation bornée. Les fluctuations des cours de la bourse ne sont pas à variation bornée. Il y a trop de fluctuations pour que ça soit à variation bornée. Et quel est le théorème de Jordan dont qu'il voulait citer un exemple à Lebesgue en disant « Voilà ce que j'étais capable de faire moi ». Vous voyez, la nouvelle génération sont des gens incultes et qui n'ont pas du tout de goût à l'ouvrage. Donc Lebesgue disait, Jordan disait, voilà, moi j'ai démontré que si vous prenez une courbe dans le plan, comme celle-là, de temps en temps elle peut vibrer comme les courbes x sinus de 1 sur racine de x, la longueur totale de la courbe, le chemin parcouru par la petite fourmi qui fait un tour complet de la courbe, est égal à la variation totale de la fonction z de t qui représente la courbe en fonction du paramètre t. Le paramètre t ne se voit pas sur la figure. Le paramètre t, c'est le temps de la petite horloge intérieure de la fourmi qui fait le tour de la courbe. Donc, les courbes de longueur finie correspondent à une représentation paramétrique par des fonctions à variation bornée, et c'est ça que Camille Jordan voulait voir dans le cas des surfaces. Il voulait avoir la théorie correspondante pour les surfaces, et le pauvre Lebesgue était bien en peine de lui fournir la réponse.
Donc voilà les critiques de Camille Jordan sur la thèse de Lebesgue. Je termine par une très très belle citation de Lebesgue, qui est en quelque sorte une anticipation de ma propre trajectoire scientifique. Lebesgue écrivait « Réduites aux théories générales, les mathématiques deviendraient une belle forme sans contenu. Elles mourraient rapidement. » C'est superbe, hein? C'est vraiment très très beau. Une pensée analogue avait été exprimée beaucoup plus tard par von Neumann. Donc Lebesgue était en quelque sorte, voulait qu'il y ait une sorte d'interaction entre les mathématiques et le monde extérieur. Alors Lebesgue a proposé, il n'a pas su mesurer les surfaces, mais il a proposé une définition. Il s'est aventuré jusque-là, il a proposé une définition à laquelle il tenait beaucoup. Il a écrit à peu près une dizaine d'articles pour dire que cette définition était très bonne et très belle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ramène, comme tout scientifique, ce qu'il ne sait pas faire à ce qu'il sait faire, et il dit l'aire d'une surface se calcule de la façon suivante. On prend des suites de surfaces polyédrales qui approchent la surface, un tout petit peu comme dans le maillage tout à l'heure de la surface courbe. Mais on ne demande pas au point des surfaces polyédrales d'appartenir à la surface. Ça, on savait depuis Schwarz, non pas Laurent Schwarz, mais le Schwarz de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui avait des contre-exemples dans le cas des surfaces. Si quelqu'un me pose une question, je produirai le contre-exemple. Donc, en fait, on ne demande pas que les sommets des surfaces polyédrales appartiennent à S. On demande simplement que les SEJ se rapprochent de plus en plus de S au sens de la distance qu'on appelle maintenant distance de Hausdorff entre deux ensembles. C'est-à-dire que tout point de SJ soit proche d'un point de S et que tout point de S soit proche d'un point de SJ. Et on prend la convergence la plus astucieuse, ce qu'on appelle en termes mathématiques prendre une limite inf. Donc on essaye d'avoir l'approximation la plus belle, la plus douce, la plus efficace et la plus astucieuse de S par des surfaces SJ. Et il dit, si l'aire d'une surface existe, ça ne peut être que ça. Et là, le pauvre Lebesgue s'était bien aventuré. Parce que quelques années après, il va être démoli, comme on va le voir, par Bežiković. Et Bežiković va démontrer que la définition de Lebesgue ne tient pas la route, contient une absurdité. Donc, on va voir la naissance de ce problème. Et ensuite, Tonelli, lui, est revenu à la définition de Lebesgue. Et dans le cas particulier où la surface est un graphe d'une fonction continue, dans l'article de Tonelli, il découvre la façon de calculer l'aire de S telle qu'elle est définie par Lebesgue. Donc Lebesgue propose un programme, et ce programme, les mathématiciens sont des gens très méchants. Une fois dans les événements de 68, Claude Chevalet, qui avait beaucoup de sympathie pour les slogans « Faites l'amour, pas la guerre », a été quand même obligé d'avouer aux jeunes étudiants devant lui qu'un mathématicien est quelqu'un d'une extrême cruauté. C'est-à-dire qu'on a uniquement pour tâche de critiquer, de combattre, en quelque sorte de démolir pour reconstruire. Et c'est ce qu'on va voir de Bežiković par rapport à Lebesgue. Alors, avant Bežiković, je vais dire quelques mots sur Hausdorff, d'abord parce que c'est une personne absolument remarquable, et ensuite il introduit un concept qui va éclairer le débat posé par Lebesgue. Donc, Felix Hausdorff, né à Breslau, ensuite professeur à Leipzig, puis à Bonn. En 1942, Hausdorff, sa femme, sa belle-sœur se suicidèrent pour ne pas être déportés dans un camp de concentration. Ils allaient être déportés. Il y avait déjà une première alerte en 1941. Hausdorff a écrit un article tout à fait remarquable qui s'appelle « Dimensions et mesures extérieures » en 1919, où il définit la mesure S-dimensionnelle d'une partie arbitraire. Alors, avant d'entrer dans la technique de ces définitions, je vais vous expliquer le programme intellectuel que voulait résoudre Hausdorff. Il se disait, mais avant de calculer l'aire d'un objet, il faut savoir si cet objet est justiciable de ce calcul.
c'est-à-dire s'il est de dimension 2. Et donc il s'est posé le problème, quels sont les ensembles, les objets mathématiques qui sont de dimension 2 ? Seulement sur ceux-là, on va pouvoir calculer l'air. Si on revient à l'éponge de Sierpinski, ce que démontre Hausdorff, dans ce cas particulier, je reviens ensuite à Hausdorff, c'est que la dimension de cet objet vaut log de 20 sur log de 3. C'est-à-dire quelque chose compris entre 2 et 3. Et à ce moment-là, on voit tout de suite que la surface de l'éponge de Sierpinski est infinie, parce que c'est un objet dont la dimension est strictement supérieure à 2. Vous voyez ? Avant de voir si on peut calculer la surface, il faut voir si l'objet se présente comme un spaghetti ou comme un couvercle, de savoir quelle est la dimension de cet objet, en quelle dimension est-on. Et c'est quelque chose que Hausdorff nous apprend à faire. Donc il nous apprend très simplement à voir que, effectivement, ça se voit au premier coup d'œil, vous voyez, c'est log de 20 sur log de 3. Hein. En réalité, c'est assez facile. Je vous le laisse à titre d'exercice. Et donc, que disait Hausdorff ? Voilà. Il disait, le calcul, en plus il dit, le calcul de la dimension d'un objet et le calcul de la surface, entre guillemets, c'est-à-dire la mesure S-dimensionnelle, sont reliés. Donc, comment il fait ? Il reprend toujours la beauté de la science, c'est que, comme on manque d'imagination, les scientifiques sont des gens qui croient avoir de l'imagination, mais en fait, l'imagination coûte cher, donc ils reprennent des vieilles recettes en les perfectionnant. Dans le tout premier exemple de mesure des surfaces, on découpait en tout petits morceaux la surface. Ici, on va découper l'ensemble, la partie arbitraire grand F, en tout petits morceaux. Il y a l'idée du tout petit morceau. Alors, comment on fait ? On recouvre par... Alors, cette fois-ci, il faut recouvrir par une infinité, un nombre dénombrable de tout petits morceaux, et supposer que les morceaux sont réellement petits, c'est-à-dire le diamètre de chaque morceau est plus petit qu'un certain nombre epsilon qui ensuite va être forcé à tendre vers 0. Donc, et on fait, comme toujours, le recouvrement le plus astucieux. On ne fait pas le recouvrement le plus bête, mais le plus astucieux, et on calcule quelque chose qui est, si S égale 1, ça serait une longueur, parce que c'est la somme des diamètres. Si S égale 2, ça serait une surface. S égale 3, ça serait un volume. Et pour les valeurs intermédiaires, c'est une notion de quelque chose qui est intermédiaire entre une surface et un volume, entre une longueur et une surface. Donc, on calcule ce nombre HS epsilon. On s'aperçoit très facilement que quand epsilon est de plus en plus petit, ces nombres sont de plus en plus grands, parce qu'on met des conditions les plus restrictives possibles et on prend une borne inférieure. Et donc, on a une limite HS de F. Alors, HS de F, comme je le lisais quand j'étais petit dans le très beau livre de Jean-Pierre Kahn, qui s'appelle Ensemble parfait et série trigonométrique, de trois choses l'une, ou bien S est trop petit, HS de F vaut plus l'infini, ou bien S est trop grand, HS de S vaut 0. On a mal réglé la dimension, vous voyez. Il faut trouver le bon réglage. Et il y a ce qu'on appelle une coupure, c'est-à-dire il y a juste une valeur critique qui est le plus grand des S pour lequel ça vaut plus l'infini, ou le plus petit des S pour lequel ça vaut 0. Et pour la valeur critique, ça peut être soit 0, soit l'infini, soit une valeur intermédiaire, si on a de la chance, qui n'est ni 0 ni l'infini. Toujours est-il qu'il y a une seule valeur de S, une seule dimension, et c'est seulement en cette dimension que le calcul de la surface avait un sens. Donc, si vous voulez, Hausdorff a fait nous a donné une sorte de méthode, de discours de la méthode. Avant de calculer les surfaces, ne vous précipitez surtout pas, faites quelque chose d'autre. Et ça me rappelle une autre anecdote du temps où je faisais ma thèse à Strasbourg. J'avais un collègue qui s'appelait Reeb, et Reeb est un Alsacien, comme son nom l'indiquait, et un jour, il me voit marcher à grands pas. Il me dit « Où vas-tu » Alors je m'arrête, évidemment, aussitôt, parce que j'étais petit et j'avais beaucoup de respect pour Reeb, et je lui dis, voilà, je lui expliquais ce que j'allais faire. Mais il me dit, si tu vas si vite, tu ne seras jamais un mathématicien. Alors, c'est effectivement le point de vue de Hausdorff. Hausdorff disait, il ne faut surtout pas aller vite. Il faut se poser la question préalable avant de calculer la surface. Il faut savoir si l'objet est justiciable d'un calcul de surface. Donc, il faut calculer la dimension de l'objet. Donc, je vais vous donner des exemples.
Donc le premier exemple, tous ces exemples sont dans l'article fondamental de Hausdorff. L'ensemble de Sierpinski, c'est log de 20 sur log de 3 qui vaut à peu près 2,8, vous voyez. Donc c'est presque un volume et c'est très loin d'être une surface. Et le poids de cette structure métallique, de cette dentelle de pierre est nul, comme la dentelle de pierre des églises gothiques. Pour l'ensemble triadique de Cantor, on prend l'intervalle 0,1, on enlève le tiers médian et on redécoupe sur chacun des intervalles restants. La dimension, c'est log de 2 sur log de 3, 0,65. Et vous avez une courbe de Jordan d'ailleurs, qui s'appelle la courbe de von Koch. Ça serait une courbe de Jordan si on mettait les trois autres faces d'un triangle équilatéral dont vous avez uniquement la partie supérieure ici. Et sa dimension de Hausdorff, c'est log de 4 sur log de 3. C'est-à-dire à peu près 1,3. Donc c'est plus qu'une ligne et moins qu'une surface. Donc ça vous dit tout de suite que la longueur de la courbe de von Koch, la longueur au sens de Camille Jordan, est infinie, ce qui est complètement évident à vérifier à la main. Donc Hausdorff nous donne une méthode pour calculer les dimensions des objets avant de calculer les longueurs des objets. Alors, il y a une difficulté très grande, c'est que si vous avez la convergence au sens d'objet vers un autre objet, au sens où Lebesgue l'exploitait, vous n'avez pas la propriété attendue. C'est-à-dire que cette mesure est extraordinairement irrégulière. Exemple, vous prenez 0, 1 sur j, 2 sur j, j moins 1 sur j1, c'est-à-dire un ensemble fini de j plus 1 point, comme kj. Au sens de la distance entre ensembles, kj tend vers l'intervalle 0,1. Et pourtant, on dit S égale 1, évidemment, la mesure de Hausdorff de 0,1 vaut 1, alors que la mesure de Hausdorff de kj vaut 0. Donc, tout à coup, la mesure de Hausdorff peut faire des bonds, peut bondir en passant à la limite. Et alors ça, c'est un des pièges d'utilisation de la mesure de Hausdorff, qui est bien connu des utilisateurs. Et c'est Bežiković qui va exploiter ce piège, cette propriété, pour démontrer que la définition proposée par Lebesgue est incohérente. Donc, on va voir Bežiković. Alors, Bežiković, c'est une histoire absolument fabuleuse. C'est l'homme qui a vécu un peu l'histoire de Živago, du docteur Živago, quand Živago est avec Lara dans la ville perdue dans l'Oural. Vous allez voir pourquoi. Bežiković est né en Russie, à Berdiansk. Il a étudié sous la direction de Markov, l'homme des chaînes de Markov, et son premier poste est à Perm. Perm est une ville dans l'Oural, et il a obtenu ce poste en 1919. Et c'était en pleine guerre civile. Alors, la première année où Bežiković était là, c'était les révolutionnaires qui avaient fondé l'université qui contrôlait la ville. Et ensuite, la ville a été reprise par l'armée blanche. Et l'année 1919-1920 a été terrible dans l'Oural, à Perm. Il a obtenu un poste à Leningrad, qui s'appelait Petrograd à l'époque. Et finalement, il a traversé de nuit la frontière avec la Finlande. Et il s'est réfugié d'abord à Copenhague, puis en Angleterre. Il a eu un poste à Cambridge où il est resté tout le reste de sa vie, jusqu'en 1970. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire un objet extraordinairement singulier qui est une sorte de poumon, et avec plein de tuyaux. Et cet objet, c'est une surface qui est une sphère extraordinairement plissée. La sphère au sens de l'écorce de l'orange. Extraordinairement plissée. Cette sphère, si on adopte le point de vue, l'objet s'appelle W. Donc cette surface W, cette sphère, si on adopte le point de vue de Lebesgue, a une surface, une aire de surface qu'on peut rendre arbitrairement petite. Mais cet objet W a un volume
tridimensionnel. Son volume est supérieur à 1,5. On va voir comment c'est possible. C'est très, très intéressant, très singulier. Cette nouvelle géométrie qui naissait à cette époque est complètement prodigieuse. Donc ça veut dire que la définition proposée par Lebesgue d'une surface peut donner des résultats aberrants. Du point de vue de Hausdorff, évidemment, W est un objet de dimension 3. La mesure de Hausdorff deux-dimensionnelle est infinie. La dimension de Hausdorff est exactement égale à 3. Donc tout entre en contradiction. Donc je vais vous dire comment Bežiković fait, et ensuite je fais un autre dessin qui est un dessin beaucoup plus précis. Donc Bežiković construit des tuyaux. Dans son article, il dit explicitement qu'il est en train de construire un chauffage central dans une maison très compliquée. Et après cet article, les gens lui ont demandé s'il avait été plombier, parce qu'il décrivait ces tuyaux avec une telle précision que tout le monde pensait qu'il avait été plombier dans une vie antérieure. Venant de l'Oural, on pouvait se poser des questions. Donc il y a le premier tuyau, et les tuyaux s'embranchent un tout petit peu comme le tronc d'un arbre, et se subdivisent en fait en 8. Chaque tuyau se subdivise en 8. Les tuyaux vont être de plus en plus fins, de plus en plus diversifiés, et vont finir par atteindre, un peu comme un arbre, chacun des points verts. Alors la construction va être arrangée, vous allez avoir un dessin très exact ensuite, de façon que la mesure tridimensionnelle, le volume au sens habituel, de l'ensemble vert soit égal à 1,5. Mais les tuyaux sont arbitrairement fins au départ. On peut prendre 1/10 comme diamètre du premier tuyau, et puis les tuyaux successifs vont être très très fins. La description exacte de l'article a été est dans les notes écrites. Et tout est fait pour que la définition donnée par Lebesgue puisse s'appliquer à la partie de l'arbre qu'on voit en hiver, qui est la partie en noir. Cette partie, à cause des ramifications des branches, va converger au sens que voulait Lebesgue vers l'arbre complet, qu'on voit en été. On s'arrange pour que la surface de l'écorce de l'arbre en hiver soit inférieure, par exemple, à 1/10, que le volume des feuilles soit supérieur à 1,5, et de telle sorte qu'on tombe dans la contradiction la plus brutale, qui est exprimée par le transparent suivant. Donc D, c'est l'ensemble en vert, l'ensemble compact, c'est-à-dire fermé-borné dans le discours de Bežiković des feuilles. T, c'est la surface, l'écorce en hiver, et W, c'est la réunion, c'est l'arbre complet, l'arbre en été. Donc la distance de TJ, c'est la jème étape de la construction de l'arbre à W tend vers 0, l'aire de TJ inférieur à 1/10, mais le volume de W est égal à 1,5. C'est-à-dire la définition donnée par Lebesgue est incohérente. W a une petite surface au sens de Lebesgue, mais pèse très lourd au sens de Hausdorff. Et l'article est extrêmement pessimiste. L'article de Bežiković dit qu'on ne sait plus mesurer les surfaces, c'est une authentique catastrophe écologique. Donc, voici pour bien comprendre la construction de Bežiković, une construction que vous pouvez faire à la main chez vous, qui dit en dimension 2 comment faisait Bežiković. Donc, ceci, c'est une autre chose complètement paradoxale. Vous prenez une courbe de Jordan dans le plan, c'est-à-dire vous tracez une courbe avec votre crayon, qui ne se recoupe pas, sans point double, ce n'est pas une courbe de Peano, et cette courbe peut avoir une surface, peser lourd. C'est très paradoxal. Alors, comment ça se construit? Donc, c'est une construction qui est tout à fait analogue à la construction de Bežiković, donc c'est très raffiné, mais ça, on peut le faire à la main chez soi. Donc, on fait, en quelque sorte, des découpages d'appartements. On a d'abord le grand, et c'est ce que fait Bežiković en 3 dimensions. Donc, on prend le grand carré unité, on découpe en 4 carrés, chacun est découpé en 4 carrés. Mais contrairement au dessin que j'ai fait, on s'arrange pour que les murs soient de plus en plus fins. C'est-à-dire, le découpage n'est pas fait de façon homothétique. Ce n'est pas comme dans l'éponge de Sierpinski. Là, les murs sont de plus en plus fins et on peut s'arranger pour que ce qui reste pèse la moitié de la surface du carré initial.
Et maintenant, la courbe, vous voyez, elle fait ce genre de zigzag, et elle ne repasse jamais 2 fois par le même endroit. Et alors, évidemment, vous me direz qu'elle traverse le carré de part en part, mais ensuite, il suffit de faire 3 symétries miroirs pour que la courbe se joigne en faisant 3 images successives du même dessin. Donc là, vous avez une courbe qui est tellement froncée qu'en réalité, elle a une surface. Alors qu'elle ne remplit, évidemment, aucun petit carré intérieur. C'est-à-dire que c'est de la poussière d'ensemble qu'elle traverse. Mais de la poussière d'ensemble qui fait que malgré tout, les miettes du gâteau sont succulentes. Donc la courbe est très contente. Vous voyez, c'est une sorte d'abeille qui butine sur les fleurs et qui finalement ramène des tas de pollen. Donc ça, c'est ce genre de paradoxe, si vous voulez, que Bežiković a compris en 3 dimensions et qu'il exploite pour démontrer que la définition de Lebesgue est incohérente. Alors là, on a une sensation d'échec qui est franchement désespérante, mais Tonelli est revenu à la charge. L'article de Bežiković est un peu ultérieur à celui de Tonelli. Alors Tonelli, c'est l'article splendide, note au compte-rendu du 10 mai 1906, présenté par Jacques Hadamard. Donc, ça s'appelle... donc ça, c'est le texte. Géométrie infinitésimale, c'était le titre de la rubrique. Sur la quadrature des surfaces, note, séance du 10 mai 1926, de M. Leonida Tonelli, avec un seul N, présenté par M. Jacques Hadamard. Donc, c'est Tonelli qui parle. Il dit, je vais exposer ici quelques résultats que je viens d'obtenir sur les quadratures des surfaces. Alors, il dit, on a proposé plusieurs définitions pour l'aire d'une surface. Donc, il y a débat. Tonelli revient à la définition qu'il aime le plus, qui est la définition donnée par Lebesgue dans sa thèse. L'aire d'une surface est la plus petite limite des aires des surfaces polyédrales, dont S est la limite. Alors, ça, c'est la première page. Donc, voici quelque chose de plus précis, où il définit les fonctions à variation bornée en 2 variables. Donc, il dit, je me bornerai aussi ici aux surfaces z égale f de xy, c'est-à-dire des graphes, ce qu'on appelle des graphes. Donc, c'est une géométrie très particulière. Le contre-exemple de Bežiković n'est pas un graphe, vous voyez. C'est quelque chose qui a une structure de poumon, c'est-à-dire qui a des branchements, et ça lui interdit d'être un graphe. Donc, il y a une géométrie très particulière dans la surface proposée par Tonelli. Donc, il se limite à ces fonctions-là et il veut savoir quel type de fonction on obtient lorsque le graphe a une surface finie, a une aire finie. Donc, il suppose même que f est une fonction continue dans la note, j'ai recopié mot à mot la note, donnée dans le carré. Et il dit, je dirais, les gens, n'hésitez pas à employer la première personne, qui a été ensuite sauvagement condamnée, on ne sait pas pourquoi, je dirais que la fonction f de xy est à variation bornée. Et alors là, c'est très amusant, parce qu'il est obligé de contourner le fait qu'il n'y avait pas de théorie des distributions de Laurent Schwartz, qui sera inventé à peu près 20 ans plus tard, et il est obligé d'avoir une rédaction très contournée. Donc, il bloque une valeur x bar, et il regarde la fonction f de x bar y, c'est-à-dire une tranche du graphe, et il demande que la fonction f de x bar y est une fonction à variation bornée de y. Et de même, la fonction f de x y bar. Donc, il emploie une méthode de ramener le problème en dimension 2 à un problème en dimension 1. Et ensuite, il demande à ces 2 variations, qu'on appelle les variations totales, comme celles que je vous ai définies précédemment, d'être des fonctions intégrables au sens de M. Lebesgue. On utilisait beaucoup le monsieur à l'époque, de x bar, y bar dans 0,1, et il énonce le théorème fondamental. Donc il répond à la question de Camille Jordan, il découvre quelles sont les fonctions f qui correspondent à un graphe ayant une surface finie. Il dit la condition nécessaire et suffisante pour que la surface soit carable, ce qui était le nom donné par Lebesgue, et que la fonction f de xy soit à variation bornée au sens qu'il vient de définir. Donc il résout le problème de Lebesgue dans le cas des graphes. C'est le cas que je vous ai dessiné au début. Alors, ceci va nous amener au travail d'un autre mathématicien italien, Ennio De Giorgi, qui se précipite sur le travail de Tonelli
Le travail de Tonelli est le début de ce qu'on appelait le calcul des variations, l'école italienne de calcul des variations, qui a été une école absolument fantastique, de qualité. Le calcul des variations, c'est le calcul de l'époque moderne, produire à coût minimal, vous voyez. Tout ce qu'on pourrait appeler l'économie libérale est basée sur le calcul des variations. Minimiser les coûts, maximiser les profits, tout ça, c'est du calcul des variations. Donc le calcul des variations, c'est une règle d'optimalité. Et le calcul des variations, un des exemples les plus célèbres, c'est l'exemple proposé par Plato, le problème de Plato. Qui était Plato? Plato était un ingénieur belge qui a inventé le dessin animé, qui a fait le premier appareil de dessin animé, et qui était franchement du 19e siècle. Et il a posé le problème de Plato, ce n'était pas du tout un mathématicien, c'est le problème suivant, vous avez un fil de fer qui a une forme très biscornue, très compliquée, mais qui se termine, se boucle, et vous le mettez dans de l'eau savonneuse, vous le sortez, et si vous avez de la chance, si vous êtes assez habile, ça fait une bulle de savon, et la forme de la bulle de savon minimise, à cause des lois de la tension superficielle, minimise la surface parmi toutes les surfaces qui sont délimitées par le fil de fer. Alors évidemment, si le fil de fer est plat, vous le sortez de l'eau savonneuse, ça fait une bulle plate. Et pour la courber, il faut souffler dedans, ce que font les enfants. Et ensuite, la belle sphère se détache et ça fait ces belles sphères irisées. Mais si le fil de fer a une forme tordue, la surface que vous extrayez de l'eau savonneuse a des formes qui sont un sujet d'étude et d'émerveillement pour les mathématiciens, sont des formes qui sont totalement intéressantes. Et De Giorgi a travaillé sur ce problème des surfaces minimales. Ça a été ça, sa motivation. Et pour résoudre un problème de calcul des variations, il fallait savoir faire ce que Camille Jordan avait enjoint de faire. Pour savoir quel est l'étudiant le plus brillant, il faut faire comme notre gouvernement le souhaite, c'est-à-dire étendre la compétition à tous les jeunes gens qui sont disponibles. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent l'égalité des chances. Donc, il faut que tout le monde puisse concourir. Pour que toutes les surfaces puissent concourir, il était essentiel qu'on sache si un objet a une surface ou non. Donc, il fallait que le problème de savoir si un objet a une surface soit complètement résolu pour qu'on puisse résoudre un problème de calcul des variations. Donc, c'est très intéressant de voir comment Jordan, par la question qu'il posait, anticipait l'exigence posée par Hilbert, David Hilbert, sur le calcul des variations, c'est-à-dire que le minimum soit vraiment calculé sur tous les objets possibles. Là, il y a une très belle phrase de Lebesgue là-dessus qui vaut la peine d'être lue à propos de ce problème de calcul des variations. Vous allez voir comment Lebesgue était un grand homme. Donc ça, c'est une citation de Lebesgue à propos de l'exigence que tout le monde puisse concourir dans un problème de calcul des variations. Il dit, bref, nous avons tous fait cette faute de confondre borne inférieure et minimum. Mais il y a un profit certain, quoique d'un autre ordre, à constater avec quelle facilité nous errons. Ça veut dire nous nous trompons dans le langage de l'époque, et qu'il suffit d'avoir donné un aspect géométrique, un emballage géométrique, à une erreur classique et ancienne pour que personne ne la reconnaisse plus. Donc, dans ce texte, Lebesgue disait « Attention, attention, dans un calcul des variations, on minimise le coût, par exemple, mais il faut savoir si vraiment ce minimum est atteint, s'il est vraiment possible d'optimiser les choses de façon que le coût soit minimal. » Et c'est ce superbe texte qui sera dans les notes écrites. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Ça sera votre livre de chevet, ce texte, parce que ce texte, c'est l'humilité du savant. C'est vraiment un texte fondamental pour moi, mais il sera dans les notes écrites. Pour avoir mon email, il suffit de prendre Google, de taper Yves Meyer, et vous avez toutes mes références. Ensuite, vous me faites un mail, et je vous envoie tous les documents dont vous avez besoin, en particulier ce texte de Lebesgue. Lebesgue disait, au fond, tout le monde se trompe. Voilà. Alors, De Giorgi
il continue et il propose, donc il définit la norme d'une fonction dans BV, je passe, mais il propose quelque chose de géométriquement très amusant, qui est de retourner au problème posé par Lebesgue et de définir la longueur ou le périmètre, il appelle ça le périmètre d'un ensemble. Alors comment il fait? C'est un truc très amusant. Il prend un ensemble des Giorgi, et comme c'est un homme qui a beaucoup d'énergie, enfin il est mort malheureusement, il prend l'ensemble et il le pousse. Il le pousse un peu dans une certaine direction, donc une translation. Donc l'ensemble, c'est ce qui est délimité par la courbe noire, et la translation, c'est la courbe rouge. Il calcule ce qu'on appelle la différence symétrique, c'est-à-dire les points du premier qui n'appartiennent pas au second, il les hachure, et les points du second qui n'appartiennent pas au premier, il les hachure aussi. Donc on imagine que si on pousse un peu et qu'on calcule la différence symétrique, on obtient quelque chose qui ne pèse pas très lourd. Donc il prend la surface en vert et il divise ça par la longueur de la translation qu'il a faite, et il fait ça sur toutes les translations possibles. Et il regarde le maximum. Donc ça, c'est la façon dont De Giorgi définit ce qu'il appelle le périmètre d'un ensemble. Le périmètre d'un ensemble, c'est le maximum des quotients qu'on obtient en faisant ce petit jeu et en poussant dans toutes les directions, en regardant quelle est la direction où la partie verte est la plus grande possible. Donc, et il dit, voilà, c'est comme ça que je définis le périmètre d'un ensemble, et il dit de façon extrêmement explicite que cette définition est en violente contradiction avec le point de vue de Hausdorff. Donc dans l'article, il montre qu'ainsi il définit, il fait ça en dimension 2, je vous ai fait le dessin, mais il fait ça en dimension 3 également. Donc il définit la surface d'un ensemble. En fait, ce qu'il mesure, il l'appelle la frontière distinguée. La frontière distinguée d'un ensemble n'est pas du tout la frontière topologique, et du coup, ainsi, il résout le paradoxe de Bezikovitch, et il donne raison à Lebesgue. Donc, De Giorgi donne raison à Lebesgue dans sa nouvelle géométrie qu'il introduit. Et je vous montre un exemple qui est très amusant, en dimension 2, c'est-à-dire un exemple qu'on peut se calculer à la main. Vous prenez le carré unité et vous allez construire l'ensemble en enlevant successivement des portions, en faisant des trous. Donc vous faites d'abord des trous, comme disait Prévert, des trous de première classe, ensuite des trous de deuxième classe. Et c'est un poème de Prévert. Donc on enlève une partie centrale, ensuite on enlève 9 carrés beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, ensuite on enlève une succession de tout petits carrés, de façon que ce qui reste est un poids, une mesure égale à 1,5. Donc il reste ce qu'on appelle un ensemble compact. On supprime les carrés ouverts. Et dans le point de vue donc de Hausdorff et de Bezikovitch, évidemment, l'objet E qu'on obtient à la fin a une longueur infinie. C'est une longueur infinie parce que la dimension est égale à 2. Ce n'est pas un objet dont on puisse calculer la longueur. Or, la frontière distinguée de l'objet E qu'on obtient, c'est tout simplement les bords des petits carrés rouges. Donc c'est beaucoup plus petit. Donc ça donne tout à fait une autre interprétation à tous les calculs précédents. Et ça a été fait par De Giorgi. Et ça colle avec les besoins de la mécanique pour lesquels De Giorgi voulait faire ces considérations. Maintenant, on va arriver au traitement de l'image. C'est tout à fait extraordinaire, cette application. Alors cette application, ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé sur le fait que dans la bonne ville de Toulouse, il y avait des chercheurs qui avaient loué des maisons, qui avaient des petits jardins. Alors, une des personnes, c'est Sylvie Roch. Sylvie Roch travaillait avec moi sur des problèmes posés par l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse, et en particulier les images qui nous venaient du satellite Hubble. C'était des images de la supernova 1987A qui avait explosé récemment, et on avait des images superbes qu'il fallait traiter. Donc Sylvie Roch travaillait avec moi sur des problèmes d'imagerie, cette fois-ci extragalactique. Et la personne de l'autre côté était Bernard Rouget, qui était un ingénieur au CNES. Et c'était un moment où Bernard Rouget ne savait plus très bien quoi faire, et il faisait
disons, ce n'est pas une flèche de part, mais c'est lui-même qui me l'a dit, il s'ennuyait tellement qu'il s'est mis à faire du syndicalisme et a demandé pour tous les chercheurs au CNES la retraite à 60 ans. Alors maintenant qu'il est complètement passionné par ce qu'il fait, il est bien embêté parce qu'il va être obligé de prendre sa retraite à 60 ans. Ça, c'est Bernard Rouget. Et en discutant, ils avaient une clôture commune, et en discutant par au-dessus du mur, Sylvie Roch demande à Bernard Rouget qu'est-ce qu'il fait, qu'il est ingénieur au CNES, mais elle lui dit « Mais il se passe quelque chose de formidable en imagerie maintenant, tu devrais venir travailler dans notre groupe. » Et c'est comme ça qu'elle l'a entraîné à faire de nouveau de la recherche. Et les découvertes que Bernard Rouget a faites en imagerie satellitaire pour le programme SPOT du CNES sont absolument renversantes. Il y a des nouvelles images avec une résolution au sol de 2 mètres qui sont obtenues uniquement par une astuce algorithmique sur les capteurs embarqués dans le satellite. Donc, ce Bernard Rouget s'est mis à travailler avec nous et c'est un peu ce type de travaux que je vais présenter. Et l'espace BV qui avait été demandé par Camille Jordan, qui a été découvert par Tonelli, est un des instruments intellectuels majeurs pour la résolution de ces problèmes d'imagerie satellitaire. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc, voilà ce qu'est une image numérique. Vous avez des points d'une grille, en fait, qui s'appellent des pixels. En général, vous avez 10 millions de pixels. Et puis maintenant, l'image est donnée par ce qu'on appelle le niveau de grille en le point X, qui est une fonction qui prend en général 256 valeurs. Comme on dit, c'est codé sur 8 bits. Et pour les images en couleur, en fait, F est un vecteur, rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs primaires. Avec le mélange, vous atteignez n'importe quelle autre couleur. Maintenant, le problème est que n'importe quelle fonction ne définit pas une image. Si vous calculez sur 10 millions de points l'ensemble de toutes les fonctions possibles définies comme ça dépasse largement la taille de l'univers. Même dans les visions les plus amples de la taille de l'univers, il y a trop de fonctions. Il y a très peu de fonctions qui correspondent à des images naturelles. Et un des grands problèmes de l'imagerie, ça paraît très curieux, mais c'est un problème très simple, c'est modéliser les images naturelles. Quelles sont les fonctions f qui correspondent à des images naturelles? Ce problème a été en partie, mais seulement en partie, résolu par Leonid Rudin, qui a proposé la modélisation suivante. Il s'est dit, voyons, imitons les hommes de la Renaissance, imitons Dürer. Qu'est-ce qu'il faisait? Une image, il commençait par dessiner, c'est-à-dire par des contours. Et les contours, évidemment, pour les dessiner, il faut qu'ils aient une longueur finie. Donc, d'où l'idée que les choses qui ont un sens dans une image, les formes, non pas ce qui est informe, mais ce qui a une forme géométrique intéressante, doit ou peut être modélisé par une fonction de BV, une fonction à variation bornée, puisque, par exemple, comme le dit De Giorgi, la fonction qui vaut 1 sur un ensemble, 0 à l'extérieur, est à variation bornée si et seulement si le contour a un périmètre fini. Donc le fait que les objets puissent être dessinés milite absolument pour l'utilisation, pour la partie principale de l'image, la partie qui va nous intéresser plus, parce que c'est la partie qui a une signification, qui a la signification symbolique de l'image. Par exemple, la texture de ce plancher n'a aucune signification. Les visages, les choses que je peux dessiner ont une signification. Il y a la forme et l'informe. Donc U, c'est ce qui a une forme, V et W, c'est ce qui est informe. Et les objets sont des formes structurées. Donc U appartient à l'espace BV de Tonelli. Et la détection des objets, il faut détecter les objets pour leur donner le maximum d'allocation en bits. Évidemment, si on veut transmettre une image, on ne va pas transmettre des détails qui n'ont absolument aucun intérêt. Par exemple, la texture de ce fauteuil, que vous ne voyez même pas. Vous le voyez, si je vous montre ce fauteuil, vous le voyez d'un noir uni. Si on regarde de façon approfondie, on s'aperçoit qu'il a une structure granuleuse très complexe, un éclairement très complexe, qui contient une infinité d'informations dont tout le monde se fiche allègrement. Donc, cette texture, on va complètement la jeter au panier. On va considérer que c'est non pertinent dans la transmission de l'image. On veut extraire les objets. Et comment on les extrait? D'après l'algorithme proposé par Rudin, un algorithme qui minimise une certaine décomposition.
La décomposition la plus pertinente possible, celle qui va extraire les objets dans une image, c'est celle qui minimise cette fonctionnelle. Donc là, je ne vais pas m'étendre parce que je rentrerai dans la technique, mais les derniers travaux du mois dernier sur l'amélioration des images du satellite Spot se font avec des lignes de calcul dont j'ai écrit la première ligne. Donc c'est comme ça que la question magnifique que posait Lebesgue et sur laquelle Camille Jordan insistait particulièrement en lui disant « Vous ne savez pas résoudre cette question, que vaut cette thèse? C'est une catastrophe. » Eh bien, cette question aujourd'hui intervient dans le programme du CNES et je vous remercie de votre attention. Les questions peuvent être les plus impertinentes possibles, ce sont les meilleures, comme la question que posait Jordan à Lebesgue. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander, poser la question, quand vous aviez parlé de la dimension de Hausdorff pour les ensembles, oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une réponse au problème inverse, c'est-à-dire pour chaque réelle donnée, oui, oui. Est-ce qu'il existe un ensemble qui réalise cette dimension? Oui, oui, c'est assez facile à construire avec des ensembles, ce que Jean-Pierre Kahn appelait des ensembles parfaits à rapport de dissection variable. C'est-à-dire, prenez par exemple dans le plan, c'est plus joli, vous avez le grand carré blanc, et ce que vous allez faire, c'est jouer sur le réglage de ce que vous enlevez. Et c'est-à-dire, vous n'enlevez pas toujours, vous ne faites pas ce qu'avait fait Sierpinski pour son éponge, vous ne suivez pas une loi géométrique. Vous enlevez de moins en moins, par exemple, ou de plus en plus. Et avec ces réglages, vous pouvez prendre n'importe quel nombre intermédiaire entre 0 et la dimension de l'espace ambiant. Vous ne pouvez pas dépasser la dimension de l'espace ambiant, mais n'importe quel nombre entre 0 et l'espace de la dimension ambiant est une dimension. Alors, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas résolus. Ce n'est pas parce qu'en mathématiques, on a une définition que le problème est résolu. Par exemple, il y a un très beau problème qui est calculer la dimension de Hausdorff du graphe de la série de Weierstrass, qui est un problème non résolu. Vous avez, et c'est une fonction complètement explicite. C'est la fonction que Weierstrass proposait comme exemple de fonction continue nulle part dérivable. C'est la série 2 puissance moins n cosinus 3 puissance nx. Donc c'est une fonction qui vibre de façon absolument diabolique, qui a presque une structure d'autosimilarité, et on prend le graphe de cette fonction et on ne sait pas calculer exactement combien vaut la dimension de Hausdorff de ce graphe. Et il y a des problèmes très simples sur les dimensions. Et c'est un sujet qui est passionnant. Néanmoins, la question que vous posez, oui, la réponse est oui. N'importe quel nombre entre 0 et 3, par exemple dans l'espace qui nous entoure. Et ça, vous pouvez le faire vous-même en partant des exemples que je vous ai donnés. Je vais te poser une question de méthode. Tu as semblé adhérer à l'idée de Hausdorff qu'il fallait être très, ça se passe ici, qu'il fallait être très méfiant, qu'il fallait être très méfiant, qu'il fallait prendre des tas de précautions, qu'avant de mesurer une surface, il fallait savoir si quelque chose est une surface, etc. Est-ce que c'est pas une mauvaise recommandation à faire, notamment à des jeunes qui peuvent vouloir faire des mathématiques? C'est une très bonne question. En fait, lorsque j'ai lu tous ces vieux textes, on ne peut qu'avoir une très grande émotion à lire des vieux textes. Et comme lire l'Antigone de Sophocle, quand Antigone dit « je ne suis pas né pour la haine mais pour l'amour », on ressent toujours la même émotion. Donc on ne peut pas s'empêcher de reprendre pour soi la pensée de l'auteur. Et c'est ce que j'ai fait en présentant le point de vue de Bežiković. L'article de Bežiković m'a donné un tel plaisir, et puis la personnalité de Hausdorff est tellement saisissante,
que je l'ai présenté en reprenant leur point de vue, en montrant comment ils pensaient. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut penser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Martin. Je suis rentré dans la pensée des vieux maîtres, si vous voulez, ce dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Du coup, ça va. J'aurais voulu poser une question peut-être un tout petit peu technique à propos de la distinction entre borne inférieure et minimum dont tu as parlé tout à l'heure. Lorsqu'on regarde le transparent qui est encore au tableau, est-ce qu'il est clair que on a effectivement affaire à un minimum et pas une borne inférieure? Parce que c'est un problème d'optimisation convexe, donc c'est très facile de démontrer. Alors, en revanche, il y a une autre formulation qui est la formulation de Mumford et Shah de ce problème de trouver des objets dans une image. Donc, Mumford et Shah ont proposé un autre problème, style problème à frontière libre, qui était le problème étudié par De Giorgi, où la frontière joue un rôle dans la formulation. Et là, ce n'est pas du tout évident, l'existence du minimum, parce que le problème n'est pas convexe. C'est-à-dire, ici, le problème est convexe. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux choses qui approchent le minimum, lorsque vous prenez le point qui est à mi-chemin entre les deux candidats pour approcher le minimum, ça encore plus près du minimum. Et à l'aide du fait que la quantité à minimiser est convexe, on démontre très facilement que le minimum existe. Donc, le problème est plutôt d'étudier les propriétés, de voir si ça correspond réellement aux objets dans l'image. Donc, pour ceux qui s'intéressent au fait que ça colle ou non à la réalité, du coup, disons, ma propre équipe a fait des tas de travaux là-dedans pour voir finalement quelles sont les limites du point de vue de Mumford. Je voulais, en saisissant sur cette question, dire qu'il y a une toute autre approche à l'image qui est l'approche par les sciences cognitives. Donc, ça s'appelle la théorie de l'apprentissage. Et ça, c'est d'une beauté fulgurante et ça repose sur des techniques complètement différentes. C'est pratiqué par Donald Gaiman et Alain Trouvé, Robert Azencott, etc. C'est-à-dire apprendre une image comme le cerveau apprend l'image. C'est-à-dire en apprendre un peu la syntaxe et avoir un accès à la sémantique d'une image, voir ce que signifie l'image. Donc ça, c'est un domaine des sciences cognitives qui est absolument superbe, mais qui serait l'objet d'une autre conférence, qui est une des grandes directions, à mon avis, de l'avenir, à la fois des mathématiques et de la compréhension du cerveau dans les 50 prochaines années. Autre question, allez-y. Alors, pendant que vous réfléchissez aux questions, là, je voudrais signaler qu'il y a des gens de toutes sortes de générations mathématiques. Il y a des gens qui sont plutôt des maîtres d'Yves Meyer, qui sont présents ici. Et il y a des gens qui sont des élèves qui ont fait leur thèse avec Yves Meyer. Il y a probablement des gens qui sont des petits-fils ou petites-filles mathématiques d'Yves Meyer qui sont présents. Et puis peut-être qu'il y a ici des gens qui ne le savent pas encore, mais qui vont être des descendants mathématiques directs ou indirects d'Yves Meyer, des gens qui, dans 9 ou 10 ans, termineront une brillante thèse de mathématiques. Et à ce propos, je voudrais encore dire une anecdote qui me tient particulièrement à cœur. Quand j'étais petit, quand j'étais à Tunis, j'avais 15 ans. Et Tunis était une ville absolument merveilleuse, qui était en réalité très complexe et qui, du point de vue de la France, paraissait une sous-préfecture. Donc la France nous envoyait de temps en temps ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si les gens de ma génération s'en souviennent, les galas Karsanti, pour animer un peu la vie culturelle à Tunis. Et une fois, on nous a envoyé Jean-Pierre Kahn. Ce n'était pas le gala Karsanti, mais on avait pris l'habitude, chaque fois que quelque chose nous était envoyé de la France, d'y aller. Donc, ça s'appelait l'Institut des hautes études, hein, je ne me souviens plus l'endroit. Voilà, l'Institut des hautes études scientifiques, c'était une sorte de petit bâtiment poussiéreux, comme tout ce qui était à Tunis, c'était blanc et à la fois extrêmement poussiéreux. Et Jean-Pierre Kahn, j'avais 15 ans, a fait une conférence, mais je me souviens pratiquement mot pour mot de cette conférence.
C'était absolument extraordinaire. C'était mon premier contact avec la recherche, et je me souviens, c'était un contact très fort. Très fort. Parce qu'en plus, il était en train de démontrer un théorème qu'il a rendu hyper célèbre, qui est absolument magnifique, et il ne savait pas démontrer le théorème dans toute sa généralité, et c'était un cas particulier qui nous exposait, et c'était complètement fascinant. C'était vraiment fascinant. Il y a une valeur du contact humain qui est irremplaçable. Si l'article de Jean-Pierre Kahn avait traîné dans le journal local, la Dépêche de Tunis, personne n'y aurait prêté attention. Mais l'homme lui-même était capable de transmettre la bonne parole. Vous avez compris que Jean-Pierre Kahn est présent ici au premier rang. Il est très sage. Peut-être que Jean-Pierre Kahn pourrait poser une question. La semaine dernière, j'étais en Inde et j'ai visité Delhi en compagnie de 4 charmantes jeunes filles. C'était des mathématiciennes. La plus jeune avait 17 ans. Elle avait squeezé un petit peu les études secondaires. Elles étaient assez fortes en mathématiques. Les autres avaient 21 ans. Et elles avaient été recrutées pour passer l'année suivante à Houston. Donc l'an prochain, elles sont à Houston. Peut-être avec Azincote, dont tu as parlé tout à l'heure. Alors c'était très agréable d'être avec ces jeunes filles. Elles savent toutes 3 langues. Elles apprennent beaucoup de mathématiques. La plus jeune, celle de 17 ans, était encore plus forte que les 3 autres. Et juste, bon, c'est un prétexte pour dire que l'avenir des mathématiques, ça se trouve naturellement en Inde et en Chine, mais ça se trouve naturellement encore plus chez les filles que chez les garçons. Bravo. Très joli. Enfin, on espère que ça ne devrait pas vous décourager et qu'il y aura une compétition sévère des Français et des jeunes Français qui sont présents ici, et aussi de garçons. Oui, on m'entend là? Oui. Ça m'amène à la question naïve. Est-ce qu'il faut être très fort pour se raccrocher au train que vous menez à vive allure en ce moment? Je pose la question parce que j'ai l'impression que la jeunesse actuellement, elle hésite là en ce moment. On lui donne l'impression que ce n'est pas facile de suivre ce train de la recherche que vous lancez à toute allure. Oui, alors j'ai une contrainte de temps, donc j'ai été obligé de faire mon exposé en 1 heure, mais c'est justement à cause de cette contrainte de temps que j'insiste bien sur le fait que j'ai à votre disposition des documents écrits qui sont des documents de vulgarisation, et il suffit de m'écrire sur mon site web, sur mon email, sur mon email, pour que je vous transmette les documents écrits qui amènent, disons, il y a une part technique et une part de réflexion. Je dirais que dans l'étude des grands textes, il y a quelque chose qui se dégage, c'est l'humanisme. Franck Merle vient d'obtenir la médaille d'argent du CNRS, et dans les remerciements qu'il donne à l'occasion de cette remise, il parle des gens, par exemple, qui l'ont aidé, qui l'ont encouragé, qui ont donné à ses recherches une nouvelle perspective. Et j'étais très heureux qu'il mentionne mon ami Carlos Koenig. Et ça veut dire que, finalement, la recherche, d'accord, elle se fait à toute allure, mais elle se fait aussi à un rythme beaucoup plus lent, qui est le rythme de la formation d'amitié. On s'aperçoit que les gens qui font de la recherche sont très sensibles à la façon dont l'héritage leur a été transmis. Il y a une transmission d'héritage qui est très très forte, et je crois que le but de ces journées est de montrer comment une pensée peut se transmettre. André Weil disait qu'il est impossible pour un historien de faire l'histoire des mathématiques. La chose qui importe dans l'histoire des mathématiques, c'est l'évolution presque biologique des idées.
il y a une idée, il y a la source d'une idée, et à travers les années, cette idée, très lentement, c'est un rythme très lent, se modifie, se transforme, et c'est d'une beauté phénoménale de voir le développement d'une idée, de suivre une idée à la trace. Et je crois que c'est une illusion que la recherche va très vite. Le nombre de résultats techniques va effectivement vite, mais on pourrait presque penser que les grandes idées ont quelque chose d'éternel, évoluent très lentement. Des méthodes variationnelles, finalement, quand on regarde les pages où Lebesgue s'émerveille du programme d'Hilbert de résoudre des problèmes par les méthodes variationnelles, on sent que, bon, on n'a fait que raffiner cette idée fondamentale. Et ces pages ont été écrites par Lebesgue il y a exactement un siècle. Lorsque Alain Aspect a reçu la médaille d'or du CNRS le mois dernier, il nous a fait revivre le débat entre Einstein et les fondateurs de la mécanique quantique, et le problème de savoir si Dieu jouait au dé ou non. Et donc c'est une question qui datait aussi d'un siècle, à laquelle s'est attaqué Alain Aspect, et le résultat des recherches d'Alain Aspect, c'est ce qu'on appelle les qubits, c'est l'ordinateur quantique aujourd'hui. C'est un exemple qui est fulgurant pour montrer l'importance de ces très grands débats intellectuels qui n'ont pas du tout un rythme rapide. Il a fallu un siècle, avec ce qu'on appelle les inégalités de Bell, pour qu'on puisse tordre le cou à l'idée que la mécanique quantique puisse s'expliquer par des variables cachées. Parce que ça a toujours été le grand mystère que posait Einstein. Le hasard n'existe pas, c'est simplement des choses que nous ne connaissons pas, des fameuses variables cachées, qui expliquent l'incertitude, qui est une incertitude de notre connaissance. Et à partir du moment où Alain Aspect démontre qu'il n'y a pas de variables cachées, on peut envisager l'ordinateur quantique. Et il répond à une question presque philosophique en faisant ça. Donc il y a quelque chose de très très mystérieux dans le rythme lent de la recherche. Ça, c'est pour les jeunes. Il n'y a pas du tout un train qui fonce à toute allure, qui écrase tout sur son passage. Il y a des questions fondamentales. Par exemple, quel est le contenu sémantique d'une image? Comment reconnaît-on la voix de quelqu'un qui nous est cher au téléphone? Comment le cerveau fait ça instantanément? Vous avez des questions fondamentales qui, à l'heure actuelle, sont complètement sans réponse. Et ces questions durent, ont une durée longue. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire un commentaire où je vais dire peut-être que au moins une partie des documents dont Yves Meyer annonce qu'ils sont disponibles, on va les mettre sur le site des conférences, le site de la SMF, comme ça peut-être tu recevras un peu moins d'emails où les gens auront déjà pris connaissance de ces informations. Deuxième chose, je voudrais dire, j'aurais peut-être dû le dire avant, c'est que quand on écoute une conférence de mathématiques, ou d'ailleurs de n'importe quoi, on ne comprend pas forcément tout. Ce qui est important, c'est d'avoir compris quelque chose. Alors quelque chose en mathématiques, et puis aussi quelque chose sur une leçon qu'on peut retenir aujourd'hui, clairement, c'est que les bonnes mathématiques, la bonne science, ça se fait avec de l'enthousiasme, et je crois qu'Yves Meyer nous a montré aujourd'hui que l'enthousiasme était une variable cachée, mais très, très évidente de sa personnalité. Merci.